EDF très suivi, Raymond Barre se fâche, les syndicats répliquent. Sommet des 9 à Venise, ils veulent changer les règles du jeu européen. La Transat, incident en série, l'oiseau fait demi-tour, Pajot toujours en tête. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ce fut une grosse grève. Le mouvement d'action décidé par la CGT et la CFDT à l'EDF n'est pas passé inaperçu, c'est le moins que l'on puisse dire. Ça faisait longtemps que l'on n'avait pas assisté à d'aussi forts délestages pour les consommateurs et de si fortes polémiques. Les coupures de courant enregistrées ce matin et cet après-midi ont été en effet les plus importantes intervenues ces 10 dernières années. Et le débat qui s'en est suivi n'est pas prêt de se refermer. Alors d'abord, débat sur les modalités. Vous avez coupé le courant dans plusieurs hôpitaux, dit le ministère de la Santé aux grévistes. Ce n'est pas nous, répondent-ils, c'est la direction de l'EDF. Réponse à son tour de la direction, c'est la faute des manœuvres intempestives de certains grévistes. Débat également sur le fond. Les syndicats ont dévoyé le service public dont ils ont la charge par la volonté de la nation, a déclaré le Premier ministre. Ils ont commis ou laissé commettre des actes graves pour la sécurité des personnes, poursuit Raymond Barre. C'est inadmissible de la part d'agents qui bénéficient de la sécurité d'emploi, de la garantie du pouvoir d'achat et d'une protection sociale exceptionnellement élevée. Le gouvernement, a donc conclu Raymond Barre, veillera à ce que les actes fassent l'objet des sanctions qui s'imposent. Réplique de Georges Ségui. Le gouvernement se trompe lourdement s'il pense intimider les travailleurs. Et s'il y a sanction, Raymond Barre prendra la responsabilité de l'aggravation de ce conflit. Alors parlons maintenant du point de départ de ce conflit, précisément le problème de la sécurité dans les centrales nucléaires. La sécurité dans les centrales nucléaires est un impératif. Rien n'est laissé au hasard parce que ces machines ont un fonctionnement beaucoup plus compliqué que les centrales classiques. Un réacteur nucléaire est moins souple qu'une chaudière au fioul. En cas d'arrêt, sa remise en route demande plusieurs jours et impose la vérification de tout un tas de systèmes pour être sûr que tout est normal. D'autre part, les à-coups trop fréquents fatiguent beaucoup plus un réacteur nucléaire qu'un moteur classique. Il peut s'en suivre des défaillances qui, sans être très graves, peuvent coûter très cher. Le maniement des combustibles nucléaires demande également beaucoup de précautions et donc de sécurité. Tous les employés d'EDF, des centrales nucléaires, sont très bien formés et entraînés régulièrement pour la bonne marche des machines, mais aussi pour le respect des règles de sécurité. En principe, tout est prévu, rien ne peut se produire. Les hommes sont aidés par des systèmes automatiques et par des ordinateurs, et même l'éventualité d'un coup de folie a été prévue. Ce que EDF redoute le plus finalement, c'est la banalisation des gestes, que les règles de sécurité ne soient plus respectées à la lettre. EDF redoute aussi que des grèves à répétition n'endommagent les installations. On ne risque rien en fait puisque des sécurités sont là pour éviter presque toutes les catastrophes. Mais on sait que le matériel nucléaire coûte cher. On sait aussi qu'un arrêt de centrale pour fait de grève entraînera un arrêt de production d'électricité beaucoup plus long que la grève elle-même. L'aspect sécurité n'est qu'un alibi, n'est qu'un prétexte. En fait, ce qui est visé par là, c'est le droit de grève aujourd'hui des agents travaillant dans le nucléaire, mais demain de l'ensemble des gaziers électriciens et voire des services publics et de l'ensemble des travailleurs. Et tout ce qui affaiblit le mouvement syndical affaiblit l'ensemble des travailleurs. Est-ce que vous avez l'impression que cet amendement Giraud, puisqu'il s'appelle comme cela, vise à instaurer une sorte de service minimum dans tous les services publics ou les entreprises publiques? Mais le service minimum existe depuis longtemps à EDF, il a toujours été rempli, sauf cette fois où la direction générale a volontairement et délibérément procédé à des délestages, mordant même sur le plan Croix-Rouge. Les consignes que nous avions données et qui ont été respectées partout devaient aboutir à un maximum de délestage de 60%. La direction, en refusant de se déconnecter de l'étranger et de jouer sur la fréquence, a provoqué la coupure d'une partie du plan Croix-Rouge, y compris de certains hôpitaux. C'est la provocation et nous considérons mal placées les leçons de sécurité et de responsabilité qui nous sont adressées. La CFDT ne va pas céder à la provocation, elle est forte de son bon droit. Le droit de grève est un droit inscrit dans la Constitution. Et nous considérons que M. Chirac... Sans aucune limitation d'aucune sorte et sans aucun abus possible? Écoutez, de tout temps, les gaziers électriciens ont su assurer la sécurité et limiter l'usage de leur droit de grève. Il n'y avait pas de raison que ça ne continue pas ainsi. Et je considère que le CNPF est mal placé pour nous donner des leçons, alors que c'est lui qui casse les entreprises, c'est lui qui multiplie les chômeurs. Et les nantis ne sont pas les gaziers électriciens. Les travailleurs savent bien faire la part des choses.
Alors ça n'empêche pas d'autres réactions. Tout d'abord des boulangers dans le pétrin, c'est le cas de le dire, qui ont manifesté leur mécontentement à Lyon, dans le Var et dans le Tarn, en jetant leurs pâtes à pain devant les directions locales de l'EDF. Le patronat indépendant des PMI qui invite les usagers à retenir 1% sur leur facture d'électricité. Jacques Blanc, le numéro 1 du Parti républicain, qui dénonce l'abus que l'on fait du droit de grève. Et Yvon Chotard, vice-président du CNPF, qui affirme sur notre antenne à midi ne pas vouloir pour autant remettre en cause le droit de grève. Et enfin le Parti socialiste qui, d'une manière générale, s'inquiète sur le danger que selon lui court en ce moment le droit de grève, les libertés et la démocratie. Le sommet de Venise maintenant, il s'est ouvert cet après-midi sur la petite île de San Giorgio, c'est-à-dire pour ceux qui connaissent Venise, à quelques centaines de mètres de la célèbre place Saint-Marc. Cela a commencé ce matin par un petit peu de tourisme de la part de Valéry Giscard d'Estaing qui, avant de déjeuner avec Helmut Schmidt, a remonté le Grand Canal en bras de chemise pour aller à l'Institut Saint-Georges des Esclaves. Autant vous dire que cette concentration de personnalités affole quelque peu les services de sécurité. Vous allez voir avec Victor vraiment comment ils s'en tirent dans cette ville sans rue. Les pigeons de Venise ont failli ne pas s'y retrouver. De la place Saint-Marc jusqu'au dernier recoin de canal, les légions de touristes ont cédé la place à des cohortes de soldats, de policiers, de carabiniers, chargés de veiller sur la sécurité des participants à ce sommet des Neuf. Car à Venise, on redoute par-dessus tout le terrorisme, ce terrorisme qui ronge l'Italie. Avant l'arrivée des chefs d'État, on a tout vérifié, pas un pouce de terrain n'a échappé à cette vérification, et dans cette ville bâtie sur l'eau, des plongeurs sont même allés inspecter sous les pilotis. Le Grand Canal et le Lido y perdent sans doute un peu de leur ambiance généralement plus insouciante, pour un temps. Cependant, le calme ne reviendra pas tout de suite. Après le sommet des Neuf qui maintient la police italienne sur le qui-vive, il y aura dans 10 jours celui des 10 pays les plus riches du monde, avec en tête le président Carter. Alors parlons maintenant du fond des discussions, plus détendues, dit-on d'ores et déjà, que lors des 2 derniers sommets, puisque la crise qui oppose Londres aux autres capitales européennes est désormais réglée, en tout cas officiellement. On va donc pouvoir ouvrir d'autres dossiers. Georges Bortelier, notre envoyé spécial à Venise. Dans ce décor ensoleillé de Venise, les chefs d'État et de gouvernement européens entendent bien ne plus se lancer dans d'âpres discussions budgétaires comme ce fut le cas à leur dernière réunion. Ils veulent rendre à cette notion même de sommet sa véritable finalité, c'est-à-dire dégager les orientations générales, discuter de grands problèmes internationaux. Le Proche-Orient pour commencer. La question étant de savoir comment les Européens peuvent faire avancer le problème. Beaucoup, vous le savez, pensent à une déclaration commune des 9 à la fin de ce sommet. Certains préconisent même une mission exploratoire de personnalités européennes auprès des principaux protagonistes du drame, mais du côté français, apparemment, on n'y croit pas beaucoup. Quoi qu'il en soit, ici, dans cette île de San Giorgio, il y a une volonté commune de ne pas gêner les initiatives américaines pour la paix, même si la procédure de Camp David n'a débouché jusqu'à présent que sur des résultats bien incertains. Et puis, on parle aussi évidemment de l'Afghanistan, et ça a même été le principal objet de la conversation que M. Giscard d'Estaing et le chancelier Schmitt ont eue tout à l'heure au déjeuner qui les a réunis tous deux. Et puis enfin, puisqu'on est entre Européens, on parle de réformer les institutions européennes sous peine de voir l'Europe tomber dans l'impuissance et la confusion. Et là-dessus, si l'élément moteur concernant le Proche-Orient semble être M. Giscard d'Estaing, surtout, l'élément moteur concernant des réformes européennes semble être pour l'instant surtout le chancelier Schmitt, qui est très désireux à la fois de réformer les règlements financiers de la communauté et aussi de corriger certaines erreurs de la politique agricole commune. Le Premier ministre japonais, M. Ohira, est mort la nuit dernière des suites d'un infarctus. Il avait 70 ans. Le cabinet japonais a démissionné dès l'annonce du décès. M. Ohira devait participer au 2e sommet de Venise, celui dont vous parlait Bruno Albin tout à l'heure, celui des pays industrialisés, les 22 et 23 juin prochains. Ce sera M. Ito qui le remplacera à la tête du gouvernement. Je vous en parlais hier soir, les Nouvelles Hébrides traversent une crise d'instabilité à quelques semaines de leur accession à l'indépendance. Le gouvernement de Port Vila réclame la proclamation de l'état d'urgence et pourtant, sur ordre de Paris, les gendarmes français qui étaient sur place depuis mardi dernier vont quitter les îles. Et cela alors que les Anglais, eux, arrivent. Jean-Claude Renaud. Comment conduire à l'indépendance un chapelet de 40 îles perdues dans le Pacifique Sud, un condominium franco-britannique unique au monde? La question est devenue sérieuse pour Londres et Paris après les affrontements qui ont fait 1 mort et quelques blessés à Tanna, une île au sud de l'archipel. Un député d'opposition a été tué,
Et sa mort aggrave le conflit entre le gouvernement issu du parti Vanuatu, qui siège à Port Vila, la capitale, et les partis d'opposition qui, dans certaines îles, souhaitent obtenir leur autonomie. Ainsi, l'île la plus grande, Santo, au nord, est entrée en sécession depuis le 28 mai. Les communications sont coupées avec la capitale et le gouvernement de Port Vila a décrété le blocus de l'île. Depuis, il réclame une intervention militaire des Français et des Britanniques qui, pour le moment, ne souhaitent pas l'épreuve de force. Quitte à repousser la date de l'indépendance prévue pour le 30 juillet, Paris et Londres préfèrent que les néo-hébridais règlent leurs problèmes par la négociation. Cela dit, si les 50 gendarmes français ont plié leur pactage, 200 marines britanniques arriveront à Port Vila dimanche. Afghanistan, les jours de Babrak Karmal à la tête de l'État semblent compter. À Kaboul, les rumeurs se multiplient et dans les rues de la capitale afghane, la tension est forte et les patrouilles soviétiques plus nombreuses ont renforcé les mesures de sécurité. La loi martiale a même été décrétée dans 2 villes. Politique, maintenant, la CFDT propose une semaine d'action contre le projet Perfit, et ce pendant qu'à l'Assemblée nationale, les députés débattent depuis 2 jours donc des amendements à apporter à ce projet sécurité et liberté. Il faut bien dire qu'au Palais Bourbon, l'intérêt est un petit peu retombé et aujourd'hui, Daniel Brem, on a compté bien des travées vides. Oui, il y avait une quarantaine de présents, mais voyez-vous, les combattants s'affrontent depuis près de 4 semaines. Ils ont déjà beaucoup parlé en commission et hors de l'Assemblée, et leurs arguments sont connus. Et surtout, il n'y a plus de surprise à attendre, plus d'enjeu, puisqu'on sait que le vote du projet est acquis. Ce sera simplement une question de patience, puisque les socialistes ont l'intention de faire durer le débat en proposant des scrutins publics sur tous les amendements. Alors, dans le défilé classique des orateurs de cet après-midi, j'ai noté que M. Foyer avait insisté sur le fait que l'approbation du RPR était acquise parce que le projet avait été profondément modifié, 16 articles supprimés ou même 18 sur les 60. Et au passage, il a glissé quelques méchancetés pour les magistrats, les professeurs de droit et aussi les gardes des Sceaux. Alors, même position à l'UDF favorable de messieurs Colombier et Longuet, qui est encore réservé sur un point. Dans le camp adverse, monsieur Ducolonnet, qui a recueilli les applaudissements socialistes, ce qui n'est pas habituel, mais il a les mêmes positions, a jugé que cette loi était scélérate, antisociale, démagogique, électoraliste, et il a réclamé une profonde modification du code de procédure pénale. Pour relancer ce fameux débat sur la peine de mort. Oui, alors là, c'est M. Forny qui a protesté, et même avec agressivité, puisqu'il a traité le ministre d'hypocrite et de menteur, et il a regretté, enfin, il a protesté parce qu'on n'insérait pas la suppression de la peine de mort dans ce texte. M. Perfit a rappelé que ce débat qui était essentiel aurait lieu en toute sérénité au Parlement après les élections de 1981. Et pour le reste, il se réserve de répondre lundi après avoir entendu les 40 orateurs inscrits. Le débat se poursuit ce soir. Merci. Eh bien, justice, toujours précisément, avec le procès des 9 syndicalistes CGT inculpés de violence et de voies de fait contre des agents de la force publique. L'affaire est toute récente, c'était le 4 juin, au moment de l'évacuation par les forces de l'ordre du local qui abritait Radio Nancy Cœur d'Acier. Claude Sérillon a suivi les débats du tribunal correctionnel de Nancy. Foulard rouge, long calicot, banderole d'unité syndicale, slogan inlassablement répété, libérez nos camarades, Lorraine Cœur d'Acier vivra. Ce matin, pendant 2 heures, plusieurs milliers de manifestants, CGT, CFDT, venus de Besançon, de Longwy, de Colmar, ont traversé Nancy. Et cet après-midi, devant le tribunal de flagrant délit, c'était le procès pour violence et voies de fait sur agents de la force publique. Il s'agissait pour les juges de savoir précisément si les photographies, au nombre de 150 prises par des policiers, pouvaient apporter la preuve que des militants CGT avaient jeté des pierres, des tuiles, des parpaings, des bouteilles d'acide sur les forces de l'ordre. Eh bien, il s'agissait d'une riposte à une agression. Nous étions en légitime défense. Notre maison, la maison du peuple, locale syndicale, était attaquée par des policiers, répliquèrent les militants CGT inculpés. Alors on ergotera sur un cliché, photo, sur la couleur d'une tuile, et il faudra attendre la venue des témoins, responsables syndicaux, pour que le procès quitte le domaine du droit commun, le simple délit, pour devenir une tribune de la défense du droit syndical. Mais de la radio libre Lorraine Cœur d'Acier, il n'en sera guère question. On n'a d'ailleurs pas retrouvé l'émetteur après l'assaut de la Maison du Peuple à Nancy, c'était déjà il y a une semaine. Encore un mot des prétoires pour vous dire que la Cour de cassation a fait savoir aujourd'hui à Paris qu'un procès verbal pour excès de vitesse repéré par un cinémomètre n'est valable que s'il est signé par les 2 gendarmes, celui qui contrôle et puis celui qui stoppe quelques kilomètres plus loin, mais peu importe celui qui rédige.
Grave attentat à Orly la nuit dernière. Une bombe a explosé dans un casier de consignes automatiques. 8 personnes qui faisaient le ménage ont été blessées. Une employée l'a été grièvement. Les dégâts, vous le voyez, sont très importants. Presque toutes les vitres de l'aéroport ont volé en éclats. L'organisation Action Directe 27-28 mars a revendiqué l'explosion, un attentat qualifié d'imbécile et de scandaleux par le ministre des Transports Joël Le Teul. Et puis ce crime odieux au Bois de Boulogne à Paris, un déséquilibré a tiré avec une Winchester sur un groupe d'écolières de Dreux en visite au musée des traditions populaires. Une jeune fille de 15 ans est morte, atteinte par 4 balles. L'assassin s'est ensuite livré à la police 2 heures après son crime. Sport, la Transat en solitaire. Cet après-midi, on apprenait le naufrage du Britannique Clifton qui a dû être recueilli il y a quelques minutes par un cargo. Marc Pajot sur le bateau d'Éric Tabarly marche très fort et conserve la première place hors concours. Mais surtout Éric Loiseau, qui était en tête du classement officiel, a fait demi-tour hier soir. Gilles Cosanet. Éric Loiseau, qui était en tête de la Transat, serait sur le chemin du retour. Voilà la seule information que l'on possède actuellement. Le jeune Français n'a toujours pas donné de ses nouvelles. De toute façon, il ne pourrait correspondre qu'avec des radios amateurs, ne possédant pas à son bord de radio suffisamment puissantes. Loiseau dispose d'un trimaran construit en bois moulé selon les techniques de l'école américaine de multicoque, d'une longueur de 13,23 m pour un poids de 3,5 tonnes. Ce bateau avait déjà à son actif une traversée de l'Atlantique dans le sens ouest-est, traversée effectuée extrêmement rapidement, jugez-en, 5000 km en 13 jours et demi. Depuis le début de cette course, on a constaté un nombre très élevé de collisions de bateaux avec des billots de bois qui ont eu pour conséquence soit le naufrage du bateau, c'est le cas pour Jacques Timsit, soit le bris du pilote automatique, c'est le cas pour Daniel Gillard. Souhaitons pour Éric Loiseau qu'il ne s'agisse que d'un incident mineur qui n'affecte pas la fiabilité de son bateau et regrettons pour la course qu'après Tom Grossman et Michael Birch, un autre favori de la Transat disparaisse ainsi du classement. Tennis, Villas a déclaré forfait pour Wimbledon. L'Argentin doit être opéré prochainement de l'appendicite. Football, une recrue de choix pour les Girondins de Bordeaux, le Marseillais Marius Trésor, qui a signé un contrat d'1 an avec ce club. Et puis, championnat d'Europe des Nations à Turin, les Anglais absents de la dernière Coupe du Monde rencontraient les Belges. Des incidents ont éclaté dans les tribunes. Les forces de l'ordre ont alors utilisé des gaz fumigènes et l'arbitre a dû arrêter la partie 5 minutes avant la mi-temps car les joueurs suffoquaient sur le terrain. Finalement, les Belges et les Britanniques ont fait match nul, 1 but partout. Demain, vous pourrez voir ce match en différé sur Antenne 2, mais tout de suite, je propose de revoir ces 2 buts avec Olivier Ray. Et tout d'abord, le premier but anglais avec à l'origine un centre de Brooking. Wilkins récupère le ballon, jongle avec et marque. Un joli but que l'on revoit au ralenti. Fort de cet avantage, on pense que les Anglais vont s'envoler vers une large victoire. Mais 4 minutes plus tard, sur ce corner, tiré par Van Moor, les Belges vont égaliser grâce à Keulemans qui s'empare du ballon et dont le tir soudain trompe Clemens, le gardien anglais. 1 partout, ce sera le score final de ce match de bien meilleure qualité que celui qui a opposé hier la Tchécoslovaquie à l'Allemagne de l'Ouest. Avant le tiercé loto, car j'apprends que le record a été battu, hier un joueur a gagné 940 millions de centimes, près d'1 milliard de centimes avec la combinaison qu'on donnait hier. Alors les résultats du tiercé, donc, aujourd'hui il fallait jouer le 13, là c'est le 24, une combinaison qui rapporte une somme, vous allez voir, plus modeste, dans l'ordre 52 282 francs 50, ce qui est pas mal quand même, et dans un ordre différent, 10 456 francs 50. La météo, aujourd'hui, les températures étaient relativement douces, plus de 20 degrés, sauf sur les côtes atlantiques où il a plu. Alors, pour demain, Laurent Baumette, quelles sont vos prévisions ? Écoutez, je crois qu'il va falloir prendre un parapluie et surtout ne pas se mettre sous les arbres pendant les 3 prochains jours car il y aura beaucoup d'orages. Oh, rassurez-vous, vous n'aurez pas froid. En effet, les températures sont élevées. 15 degrés le matin jusqu'à 25 degrés l'après-midi. Mais voilà ce qui se passe. De l'air est aspiré par le sud entre l'anticyclone, la zone de beau temps qui nous a quittés malheureusement pour partir sur l'Europe centrale et la dépression qui suit derrière sur l'Atlantique. Cet air vient du sud, il est donc chaud, mais il se charge en humidité d'une part sur l'Atlantique et d'autre part sur la Méditerranée. Alors plus on est au sud,
plus il y a de nuages et plus les orages sont violents. Orages violents demain dans l'Aquitaine, le Poitou, les Charentes, sur le Massif central également, en particulier sur le sud du Massif, le versant exposé au vent, et puis également sur les régions de la Méditerranée, ici à l'ouest, Roussillon, Languedoc. Plus on va vers le nord, plus il y a des petites chances d'éclaircies dans la journée, sauf l'après-midi, tout de même le ciel sera encore plus nuageux, et donc quelques rares risques d'ondées à caractère orageux sous les nuages avec des petits coups de vent. Et puis tout de même, plus on va vers le nord, plus on retrouve le soleil. Et donc sur le nord, les frontières de la Belgique, le nord-est et une partie de l'est du pays, près de l'anticyclone. Dans toutes ces régions, on devra avoir quand même pas mal de soleil demain. Quant à samedi et dimanche, eh bien, je crois que c'est le même temps qui va continuer, tout juste un petit peu meilleur dans la moitié nord du pays. Vous voyez, ça va continuer dimanche, 3 jours de grande instabilité sur la France, même si le temps n'est pas totalement mauvais. C'est un peu une sorte de temps d'été orageux. Merci Laurent. Ce soir, dernier rendez-vous avec l'information vers 23h20. C'est Hervé Claude qui vous présentera le journal. Et puis demain, dans Antenne de Midi, Paul Lefebvre ouvrira le dossier explosif de la prostitution avec une enquête exemplaire d'une demi-heure. Voilà, ce journal un petit peu plus court qu'à l'habitude est terminé, car je laisse la place à mes confrères des sports pour la rencontre Espagne-Italie, le temps d'une page de publicité. Et je vous retrouverai demain soir, si vous le voulez bien. Bonsoir.